voici de retour de ma verte Corrèze où pendant une semaine je me suis couchée avec les poules pour récupérer mes heures de sommeil en retard et lever avec le chant du coq ou presque. Alors si vous voulez que je reste dans un état de vigilance jusqu'à 1h, il va falloir m'aider ce soir pour assurer la transition. Je compte sur vous et sur vos appels au 39 21. Je sais bien que pour vous aussi c'est la reprise demain après ce week-end pascal, c'est peut-être même la fin des vacances si vous avez eu la chance d'en prendre et si vous habitez Paris et sa région. Tiens, une suggestion de destination pour citadins pressés, Segonzac, petite commune de Charente qui vient d'être élue première ville lente de France, lu dans le journal Libération ce matin. Oui, c'est très tendance, me direz-vous, dans un monde où l'on ne cesse de courir après le temps. Mais quels sont les critères pour être élu ville lente ? On pourrait penser qu'il s'agit d'une ville où il fait bon vivre, tout simplement. Détrompez-vous, il ne faut pas moins de 70 critères et décernés par un comité scientifique, s'il vous plaît, pour obtenir ce label. Alors dites-moi, seriez-vous prêt à passer vos prochaines vacances à Segonzac City, où la vie s'écoule au ralenti, où cette simple perspective vous donne-t-elle des sueurs froides, car vous aimez avant tout que ça bouge, vous êtes plutôt du genre à prévoir un planning avec un maximum d'activités pendant vos jours de repos, 39-21, si vous voulez témoigner, nous dire quel genre de vacancier êtes-vous, si les vacances sont pour vous source d'angoisse, eh bien, n'hésitez pas à nous en parler également au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Quentin et Asiba en grande forme, Fabrice Fougerousse qui revient également de vacances mais qui a passé 3 nuits déjà de travail et qui reste quand même néanmoins en grande forme malgré ces 3 longues nuits sans dormir ou presque. Alors je vois qu'il y a eu quelques petits changements pendant cette semaine au niveau des SMS. Maintenant, c'est le 7 39 21 pour envoyer vos messages. Vous me direz, c'est plus simple puisque ça reprend le numéro du standard 7 39 21. En revanche, vous mettez bien le mot nuit comme avant devant vos messages et vos courriels. Eh bien, c'est toujours europe1.fr. Allez, on va commencer en musique. Le temps de vous laisser appeler le 39 21. À tout de suite. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bon courage à Olivier, le patrouilleur, qui me dit, après une semaine magnifique à l'île de Ré, il me dit, je suis comme vous, je reprends ce soir. Et puis Coco qui fait, elle, un petit clin d'œil à Sophie Peters, pour la remercier de sa présence à l'antenne. On accueille maintenant Dominique. Bonsoir Dominique. Bonsoir Caroline, la jolie princesse de la rue François 1er, adorant le délicieux chocolat helvétique. Ah oui, j'adore le chocolat. Et en plus, c'est de circonstance, hein? Ben oui, aujourd'hui. Alors, vous en avez, vous l'avez savouré sous toutes ses formes? Oui, du chocolat blanc, du chocolat mélangé avec du caramel, en vrai délice. Pas trop d'indigestion ce soir, mon cher Dominique? Fais attention dans le Valais ce week-end. Bon, les cloches sont passées alors. Beaucoup de cloches partout, sur Internet, ici ou ailleurs. Elles sont reparties. Non, elles vont revenir. J'ai d'ailleurs bientôt je raconterai à la fin, comme vous venez de vacances, moi je pars dans 15 jours. Et vous allez où cette fois-ci? La première partie, c'est une surprise. Je ne dois pas le dire à l'antenne, car je dois faire une surprise à quelqu'un. Mais la seconde partie, je vais 2 semaines et demie en Bolivie. Ah oui, vous partez toujours très loin, vous, hein? C'est formidable. Et récemment, j'étais chez vous, en France. Vous êtes venu assister à une émission, je crois. À plusieurs émissions de Laurent Ruquier, Baffy. Et puis, je vous ai même déposé du chocolat à la réception de repas. Oui, mais alors écoutez, les petites souris ont dû le trouver parce que moi, je n'ai jamais eu trace de votre chocolat, mon cher Dominique. Non, on va faire une enquête. Ah ben écoutez, je vais lancer les meilleurs journalistes de la rédaction sur la piste, à moins qu'ils soient directement incriminés. Je vous assure, je n'ai jamais vu votre chocolat. Sinon, je vous aurais remercié.
mais ça se peut, c'est peut-être le sympathique collaborateur à l'accueil qui l'a mangé. Non, ils transmettent en général. Non. Mais j'ai passé des excellents moments chez vous et l'accueil est chaleureux. Ah, on est toujours très bien reçus à Europe 1. C'est vrai. Vous êtes bien amusé Très bien. avec Laurent Ruquier Très bien. et toute son équipe. Bon, Et c'est j'ai formidable. même partagé une pizza avec Mister José Garcia, qui était l'invité de Bafi. Ah oui? Oui, Ah, vous avez particulièrement dû vous amuser. très bien. Oui. C'est pas triste. Oui, c'est jamais triste avec Laurent Baffy, mais alors en plus, s'il recevait José Garcia, oui, ça devait, je l'ai pas entendu celle-là, mais ça devait être quelque chose. Je vous appelle ce soir parce que je suis nettement moins timide par rapport à avant. J'entends ça, oui. Et puis l'autre soir, le jeudi passé, j'ai eu d'abord une après-midi assez difficile. J'ai eu un enterrement d'un ami qui était une grave maladie. Et puis en rentrant à Genève, comme il faisait beau et chaud, j'ai décidé d'aller me balader au bord du lac à Genève. Oui. Il faisait 21h, il faisait beau, il faisait chaud. Et puis j'arrive à la hauteur d'un magnifique parc qui s'appelle le parc Montpont. Je rencontre une jeune fille assise sur un banc, l'air perdu, avec un instrument de musique, avec un sac à dos, genre babacool. Et puis, je lui dis, est-ce que je peux vous aider? Elle me dit, je suis perdue. C'est la première fois que je suis à Genève. L'air sérieuse, honnête et tout. On discute, on sympathise. Elle me dit qu'elle est étudiante polonaise et qu'elle venait de 2 mois de séjour en Israël pour parfaire ses connaissances en hébreu et compagnie. Mhm. Puis elle me dit, je vais dormir dans le parc, là. Je dis, surtout pas, c'est un parc dangereux. Parce que Genève, c'est le Bronx par moment. Et puis... Ouais, oui. bon, faut pas exagérer quand même. Moi, j'ai moins peur Si dans le Genève Bronx. et le Bronx, bon. Bon, alors cette jeune fille, je lui ai dit, écoute, je peux te faire visiter Genève, comme elle était en transit, et je lui ai fait visiter la cathédrale, différents endroits, des parcs, des musées, enfin l'extérieur des musées et compagnie. J'étais toute contente, puis vers 1h du matin, je lui ai dit, il peut pas dormir dans la rue, il vous restait plus que 20 €, puis la maison de jeunes, pour les jeunes, ça coûte 30 à 40 € au minimum. Oui. Alors je lui ai dit, tu peux venir chez moi, mais en tout sérieux. Elle m'a dit, je viens, pas de problème. Elle était heureuse de pouvoir faire enfin une vraie douche et pouvoir dormir sur un canapé confortable. Je lui ai installé 2 couvertures et tout. Mais depuis combien de temps elle était dehors? Elle était arrivée à Genève dans l'après-midi avec un vol d'une compagnie low cost. Parce que, ils voient souvent un très bon marché, les jeunes. Et puis elle était en transit pour repartir le lendemain à Milan. Ah oui. Elle faisait la route, quoi. Voilà, alors je lui ai proposé, elle est venue ici, je lui ai dit, tu te débrouilles parce qu'elle parlait très peu le français. Elle était toute seule, elle était seule, sans pas d'amis. Et Toute quel seule, âge cette jeune femme? 24 ans. Waouh. Elle prend de sacrés risques quand même, parce que bon, ça va, elle est tombée sur vous, mais aller comme ça dans l'appartement d'un inconnu, elle prenait de sacrés risques, hein. C'est vrai, vous tombez sur un barjot, n'importe quoi, se fait agresser et autres. Ah ben, complètement. Alors, elle est toute contente, elle est sur Internet voir ses mails. Bien sûr, elle est sur Facebook, comme tout le monde, comme vous d'ailleurs. Et puis, elle s'est douchée, préparée et tout. Ensuite, elle s'est mis, je l'ai installé tranquillement, joliment des couvertures et tout. Elle a dormi tout le temps. Je dis, j'ai jamais si bien dormi depuis 2-3 mois. Parce que ça faisait 2-3 mois qu'elle était sur les routes. En Israël, par là-bas. À dormir dans des kibbutz. Elle m'a vraiment montré plein de photos qu'elle a fait. Ah, mais là, dans les kibbutz, ça va. Ça se passait bien pour elle. Dans elle. le désert, elle a dormi. Oui. Dans des fermes. Oui, mais bon, dans le désert, c'est pas là où ça craignait le plus pour elle, hein. Non. Oui. Mais c'était sur le confort. Et puis... Oui, elle appréciait, c'est ça, vos petites couvertures douillettes. Voilà. Vous lui avez offert 2-3 chocolats. Chocolat et... Un chocolat chaud ce matin. Alors, en plus, c'est vrai, vous êtes Madame Soleil. Ben, complètement, hein. Vous avez deviné. Mais oui, on va m'embaucher à Europe 1 pour être Madame Soleil. C'est bien. Et ça sera très bien. Et puis, le matin, moi, je me réveille vers 8h, elle aussi, elle était en train d'être réveillée. Je lui prépare un bon petit déjeuner avec des croissants, du chocolat suisse, différents trucs. Et puis après, elle me dit, je dois aller à Milan. Ben oui, c'est étonnant qu'elle soit repartie parce que elle aurait pu s'incruster chez vous, hein, vu le traitement de faveur que vous lui réserviez. Pour prendre un avion pour le lendemain pour la Pologne. Ah, elle rentrait chez elle, là. Oui. Et puis, ce qui est bien, grâce à Facebook, et puis au email, et puis compagnie, je lui dis ces nouvelles. Elle est bien arrivée le soir à Milan, elle a fait du stop depuis Genève. Et puis le lendemain, elle était en Pologne.
Oui, d'accord, ça y est, vous savez qu'elle est rentrée, son périple est terminé. Voilà. Bon, bah Ce que je veux écoutez... dire par là, c'est qu'on peut faire une bonne action, on peut aider quelqu'un sans avoir des arrière-pensées. Vous êtes d'accord? Ah ben, si on fait une bonne action, comme vous dites, oui, il vaut mieux pas avoir d'arrière-pensée. Sinon, Non. c'est une mauvaise action dans ces cas-là. Mais bon, tant mieux, ça se termine bien pour elle. Mais bon, ça veut dire qu'il y a des personnes qui... Mais il y a encore des aventuriers comme ça, des personnes qui voyagent à travers le monde, sac à dos, et qui sont très bien reçus comme ça chez l'habitant. Mais en général, ils sont quand même au moins à deux. Et là, c'est vrai qu'une jeune femme seule, elle prenait quand même un risque à aller chez un homme qu'elle ne connaît pas. Bon, il se trouve qu'elle le fait au feeling, ça s'est bien passé, tant mieux. Mais... Très bien. Et pour le soir même à Milan, enfin pour le lendemain à Milan, elle était sur mon ordinateur ici. Elle connaissait un site où ils peuvent, pour les jeunes, enfin pour ceux qui font sac à dos, pour rencontrer des endroits pour dormir chez d'autres personnes. Elle a écrit un email à 1h du matin, jeudi soir. Le vendredi, elle répond qu'elle avait une chambre le soir à Milan. Ou pour un autre jour, je ne sais plus quel jour. Bon. Donc, et finalement, c'est la première fois que ça vous arrive d'amener quelqu'un comme ça chez vous Que je connais pas. que vous connaissez pas, oui, que vous ne connaissez pas et que vous avez rencontré dans un parc. Voilà. Elle contemplait le lac Léman. Elle trouvait ça magnifique, avec les lumières, la chaleur, l'empty embrun. Oui, d'accord, mais oui, c'est vrai que c'est magnifique, mais oui, tellement magnifique qu'elle s'apprêtait à y passer la nuit. Oui, mais ça, c'est quand même un parc qui est dangereux. Bon. Moi, quand je pars en voyage, bon, j'ai le double d'âge. Oui, mais vous allez en Bolivie, vous. Oui. Donc là, c'est autre chose, hein. Mais là, on va dormir dans j'ai un programme, j'ai que des surprises qui m'attendent là-bas. Vous nous raconterez à votre tour, alors. Oui, puis je vais mettre sur Facebook tous les jours. Mais en tout cas, les amis de Facebook sont heureux de vous entendre. Hein. Il y a justement, il y a Olivier le patrouilleur, il y a Monica qui me dit: est-il normal de ne pas avoir d'accusé de réception depuis ce nouveau numéro de SMS, et qui dit coucou à Dominique. Bonjour. Je ne sais pas, Monica, normalement, en tout cas, votre message est arrivé, puisque je l'ai sous les yeux, là, au 7 39 21. Mais en principe, normalement, il doit y avoir un accusé de réception. Donc peut-être que là, vous l'avez, puisque je l'ai sous les yeux. Normalement, vous avez un accusé de réception d'Europe 1 quand votre message arrive sur mon écran. Voilà. Oui. Donc, moi, je vois, je suis sur Facebook. Ici, il y a pas mal de il y a beaucoup de messages qui arrivent. Bon. Il y a Coco qui vous taquine, qui dit: alors comme ça, c'est une nouvelle technique de drague. Maintenant que vous êtes moins timide, vous allez draguer dans les parcs. Pas du tout. Mais non. J'étais à Paris, je suis pas allé au bois de Boulogne. Ah mais le bois de Boulogne, c'est pas vraiment de la drague en même temps. Hein. C'est pas le même département. Non, c'est pas le même département, et puis on n'y va pas pour draguer non plus. Hein. Non, on va pour faire du cheval. Et encore, même les chevaux sont effrayés parfois. Hein, parce c'est des bons étalons. Exactement, on va pas commenter plus. Non. Bon, Dominique, je vous embrasse alors. Je vous remercie. Bon séjour en Bolivie. Ok. Et puis je vous embrasse, et surtout continuez, et bonne reprise du boulot. Merci. Au revoir, Caroline. Au revoir, Dominique. Bonne soirée. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Un petit mail d'Adia qui dit: les vacances se terminent aussi, sauf que nous, c'est l'inverse. De Caroline: fini les grasses matinées pour récupérer des nuits blanches. Le réveil sonnera demain à 7h, me dit Adia. Et puis Tinou me dit: ça c'est du bonheur d'aller respirer l'air de la Corrèze, mais le retour est dur quand on approche de Paris, parce qu'on a du mal à respirer. Provincial dans l'âme, je ne m'y ferai jamais, ajoute Tinou. On va accueillir maintenant, attendez, j'ai quelques petits messages qui arrivent. Il y avait également il y avait Colombo. On aurait pu mettre Colombo sur la piste, dire pourquoi je n'ai jamais reçu les chocolats de Dominique, qui me demandait si je n'en avais pas abusé. Non, j'ai pas abusé. Les cloches sont passées. Je suis même revenue avec elle. Vous voyez, on ne se moque pas. Allez, on va accueillir maintenant Catherine. Bonsoir, Catherine. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir.
Ben écoutez, ça me fait plaisir de vous saluer, quoi. D'être à l'antenne. Mais moi aussi, ça me fait plaisir de vous entendre. Puis bon, ben écoutez, on vous a languit quand même. Mais moi aussi, vous m'avez manqué. Je suis heureuse de vous retrouver. Et bien voilà, ben écoutez, moi Caroline, c'est pas un souci, c'est plutôt j'ai un chagrin. Ça fait 7 ans que j'ai ce chagrin et ça ne passe pas. Alors donc j'ai vécu avec un monsieur pendant 25 ans. J'ai un adorable garçon avec lui. Oui. Et puis bon, je suis toujours amoureuse de lui. Et donc j'ai des contacts, mais par téléphonique, j'ai essayé de lui faire comprendre que j'ai des sentiments pour lui. Parce que vous êtes séparés, je vois, depuis 7 ans, hein, c'est ça, de votre ex-mari? Oui. C'est ça. Oui, enfin, on a vécu pendant 25 ans ensemble. Hein. Oui, c'est ça. Ben oui, pour vous, d'ailleurs, vous ne me dites pas que vous êtes séparés au fond. Hein. C'est dans votre tête, vous n'êtes pas séparés. Dans ma tête, non, je pense pas. Il y a toujours l'amour. Et puis bon, il y a 3 mois, j'ai perdu ma belle-mère. Enfin, je dis pas mon ex-belle-mère. Pour moi, c'est ma belle-mère. Et puis, si vous voulez, tous les souvenirs sont je sais pas, remonter, quoi, parce que bon, si vous voulez pas que ça se passait chez moi, les fêtes de Noël, tout ça, mais cette année, je trouve pas que c'est un peu triste, quoi. C'est cette fête de Pâques qui vous fait remonter ces souvenirs? Non, mais depuis la mort de ma belle-mère, ça fait 3 mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous vous êtes séparés tous les deux il y a 7 ans? On s'est séparés parce que, bon, si vous voulez, bon, moi je travaillais moi j'étais agent hospitalier. Oui. Et puis bon, vous savez, la maison, les enfants, j'avais trop de travail. Je travaillais à la maison de retraite. Quand j'arrivais à la maison, j'étais très fatiguée moralement. En plus, on m'a trouvé que j'avais un problème de la thyroïde. Et en plus, bon, ma surveillante, elle m'aimait pas trop, et puis elle était toujours derrière moi, toujours en train de m'harceler. J'ai pris tout sur moi, et puis bon, quand j'arrivais à la maison, j'avais besoin d'être en repos, d'être tranquille et pas m'embêter. Et puis c'est là où c'est parti avec mon mari. Je commençais à s'éloigner tous les deux. J'étais tellement fatiguée. Et voilà, c'est ça. Je sais pas. Je comprends pas. Et enfin, c'est moi qui est partie. Hein. C'est vous qui avez pris la décision, de partir. Moi qui est partie parce que j'en pouvais plus, quoi. La fatigue, le stress. Et donc, bon, c'est vrai que... Oui, c'est un moment de votre vie où vous étiez mal. Quoi. Oui. Et moi, j'aurais aimé qu'il vienne me chercher, parce que, bon... Et aujourd'hui... Il l'a pas fait, et puis bon, moi, on s'est côtoyé un petit peu, quoi. Après, moi, c'est pas... Et puis après, bon, je dis maintenant, bon, écoute... Aujourd'hui, quelle relation avez-vous? Oui, aujourd'hui... Plus le temps passe, plus je suis amoureuse. Je suis toujours amoureuse de lui, quoi. Mais quelle relation avez-vous, Catherine? Catherine, quelle relation avez-vous? Vous m'entendez, Catherine? Quelle relation avez-vous aujourd'hui avec votre ex-mari? La relation que j'ai avec mon ex. Oui. C'est bon, on s'appelle de temps en temps. Comment tu vas? Comment ça va? Et puis c'est tout, quoi. D'accord, c'est pas. Est-ce que vous lui faites part des sentiments que vous avez pour lui? Enfin, je lui dis, tu sais, c'était quand on a enterré ma belle-mère, j'ai dit, tu sais, Alain, j'ai toujours des sentiments pour toi. Et bon, on était en deuil, tout ça. Et puis je dis, si tu veux, je reste avec toi ce soir. Il m'a dit, bon, si tu veux. Et puis je vis qu'il avait envie de rester seul. Alors que moi, j'ai pas trop assisté. Alors je suis rentrée chez moi en pleurs, quoi. Je dis, bon, ben... Et puis ça, ma belle-mère, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine, quoi. Si vous voulez, la famille, elle s'est éclatée, quoi. Oui, mais c'était pas le bon moment, là. Il venait de perdre sa mère, bon, donc... L'autre fois, c'était pareil. J'ai dit, tu sais, j'ai toujours des sentiments pour toi. Tu sais que l'autre fois, je ne sais pas de quoi on parlait. Mais à ce moment, vous savez, je suis tellement sensible que je pleure pour rien. Alors, il a vu que je pleurais. Bon, il m'a dit, écoute,
arrête de pleurer. Et oui, mais en même temps, vous lui faites passer des drôles de messages parce que il doit se dire, au fond, vous l'avez quitté, vous étiez mal à ce moment-là dans votre vie, et c'est ce qui est compliqué, hein, parfois, c'est quand on va pas bien, on peut penser que c'est le couple qui est en cause. Et du coup, on fait exploser le couple, alors qu'en fait, on aurait besoin d'essayer d'aller mieux soi. Et on met ça sur le dos du couple en disant c'est la relation de couple qui ne me satisfait plus. Voilà. Bon. Moi, alors aujourd'hui, finalement... moi j'en avais tellement marre, j'étais fatiguée, il y avait des moments, vous savez, c'est vrai qu'on se croisait. Alors lui rentrait, moi je partais... alors on se croisait, on n'avait pas eu... c'est vrai qu'on avait tout pour être heureux, quoi. On avait une maison secondaire, on avait une très belle maison, si aujourd'hui... moi j'avais deux petits enfants de mon côté. Le Pâques c'était chez moi, mais je trouve qu'il y a 7 ans, il n'y a plus de Pâques, il n'y a plus de repas de famille, il n'y a plus... Oui, mais ça me manque, Catherine, vous êtes dans une nostalgie finalement, voilà, vous êtes dans une nostalgie de la famille qui a éclaté. J'adore la famille. Oui, j'entends ça. J'ai rencontré quelqu'un il y a un an, ça me fait pas pareil. Je n'arrivais pas avec cette personne, je préférais passer Pâques toute seule. Parce que je pensais que mon ex, il m'aurait invité, me dire, viens, on va faire une grillade, on va passer Pâques ensemble, tout ça. Mais bon, il a pas fait. Oui, mais la question peut-être à vous poser, c'est au fond, qu'est-ce qui vous manque le plus? La relation avec lui, avec cet homme, ou ce que vous aviez créé avec lui, c'est-à-dire la famille que vous aviez construite avec votre fils, la relation avec la belle-mère, les repas de famille, toute cette ambiance familiale. Homme-femme, quoi. Pardon? Ma relation amoureuse, quoi. Vous pensez? Oui, je pense, oui. Parce que vous n'arrêtez pas de me parler de la famille. Hein. La famille et tout, quoi. Tout l'ensemble. Eh oui, tout l'ensemble. L'ensemble, vous voyez, qui me manque. Tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a vécu, tout ce que... C'est plutôt le... Mais est-ce que vous ne vous en voulez pas d'être à l'origine, au fond de... Parce que c'est vous qui êtes parti. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un sentiment de culpabilité? Il m'a dit de partir. Mais lui, il m'a dit de partir, mais sans penser que je parte. Oui, parce qu'il était malheureux certainement aussi de voir que il y avait de la tension entre vous, que ça n'allait plus, que vous n'étiez plus heureuse. Il y avait beaucoup de tension. Et puis tous les samedis soirs, au lieu de rester avec moi j'avais besoin de lui. Au lieu de rester avec moi, tous les samedis soirs, il allait voir ses copains. Voilà, tranquille. Quand il rentre, moi je dormais. Et puis bon. Et puis si vous voulez, il y avait une cassure. Mais on a l'impression, on voit bien, Catherine... J'ai essayé de le faire comprendre, mais bon. Lui, il avait besoin de son côté de s'aérer, et puis moi aussi, au lieu qu'il reste avec moi, au lieu de discuter. Parce qu'avant, quand on a eu mon fils, on dialoguait beaucoup. Et à un moment, il n'y avait plus de dialogue. Oui, mais on voit bien que vous êtes resté il y a 7 ans en arrière, au moment de cette période-là. Où votre couple a éclaté. Et vous êtes resté figé sur ce point-là et dans cette nostalgie. Je suis figée rien que sur ça. Oui, vous n'arrivez pas à avancer. Excusez-moi Caroline de vous couper parce que bon, si vous voulez, il y a des moments où je dis maintenant il faut tourner la page, mais je n'arrive pas à la tourner, Caroline. J'arrive pas. Soit je déménage, soit je sais pas. Lui, de son côté, vit seul, il n'a personne. Il n'a personne. Mm-hmm. Et donc, l'autre jour, avant-hier, je l'ai au téléphone, il m'a dit, tu vois, toi, tu es toute seule, moi, je dis tout ça. J'allais lui dire, pourquoi on pourrait discuter ensemble, on pourrait peut-être repartir à zéro et puis continuer notre vie ensemble. Pourquoi pas?
pourquoi pas? Mais il me le propose pas. Oui, mais Catherine, pourquoi attendre que ça vienne de lui? C'est-à-dire Ben, je que sais pas. après tout, c'est vous aussi qui, à un moment, parce que vous aviez beaucoup de difficultés, des problèmes de santé, Travail, surtout. vous étiez de travail, des problèmes d'hypothyroïdie, si j'ai bien compris. Oui. Vous aviez une thyroïde. Mais il a pas compris ma maladie, quoi. Non, mais bon, vous savez, il y a souvent une incompréhension qui s'installe. L'hypothyroïdie crée une très grande fatigue. Ah oui, c'est une grande fatigue. Une très grande fatigue, pour peu que vous ayez eu à ce moment-là des problèmes dans votre travail. Enfin Voilà. vous rentrez, vous étiez épuisé. Lui, finalement, au lieu de chercher à échanger avec vous, oui, va à l'extérieur parce que l'ambiance à la maison devenait assez intenable. Donc Intenable, c'est pour ça que... Bon, et puis finalement, il arrive ce qui malheureusement, souvent dans ces cas-là, le couple s'éloigne de plus en plus jusqu'à la séparation. Voilà, Bon, ouais. mais aujourd'hui, au fond, alors que vous avez des sentiments, vous vivez dans l'espoir. Hein, vous vivez dans l'espoir de renouer avec lui et vous ne tentez rien. Donc peut-être que il vaudrait mieux essayer concrètement quelque chose auprès de lui. Alors évidemment, en tentant concrètement quelque chose auprès de lui, vous prenez le risque. Pardon ? J'ai peur de prendre un râteau, comme on dit. Alors, de deux choses l'une, vous pouvez vous prendre un râteau, comme vous dites. Mais peut-être que c'est une hypothèse. Bon, alors vous envisagez cet aspect-là. Parfois, il faut se heurter à la réalité, même si elle ne nous arrange pas, mais pour aussi avancer. Pour faire le deuil de quelque chose réellement, plutôt que d'être au fond dans un état un peu comme ça de désespérance et où on ne peut pas vraiment avancer tant qu'on n'a pas fait le deuil d'une histoire. Et puis oui, vous n'avancez pas parce que vous vivez dans l'espoir et en même temps vous ne tentez rien. Autre hypothèse, après tout, ça peut réussir aussi. Peut-être. Bon. Mais là aussi, vous attendez que cet homme manifeste, lui, son désir. N'oubliez pas que c'est quand même vous qui, à un moment, êtes parti. Ouais, mais c'est lui qui m'a dit de partir. Oui, bon, on peut reprendre l'histoire à il y a 7 ans, hein, Catherine. Et on peut effectivement remettre les choses. Tu m'as dit que, je t'ai dit que, mais tu m'as pas retenu. Mais non, il m'a dit de partir parce que c'est vrai que lui, il aimait. C'est vrai, quand il m'a connue, j'avais 26 ans, j'étais mince, et après avec la thyroïde. Oui, ça fait prendre du poids. Gonfle, vous savez. L'hypothyroïdie crée une grande fatigue et fait prendre du poids. Mais vous êtes suivi depuis. Et puis j'ai dit, écoute Alain, je me suis faite opérer, hein, c'est pas... Bon, maintenant il me trouve... là, je suis allée voir ma belle-mère, comment on appelle ça, quand elle est décédée, je suis allée la voir, je l'ai maquillée, tout ça. Ma belle-sœur elle me dit, oh, t'as vachement minci, tout ça. Oh, tu es magnifique. Et j'ai vu que mon ex, moi je dis toujours mon mari, hein, mon ex-mari, il m'a regardé avec des yeux, malgré le chagrin qu'il a eu, mais quand même j'étais là. Oui, quoi. il vous a trouvé jolie, vous a trouvé séduisante. Ravi que je sois à côté de lui, quoi. Mais alors, dans Catherine, des moments difficiles, je suis toujours avec lui, quoi. Bon, alors Catherine, c'est peut-être là-dessus qu'il faut un peu miser, c'est-à-dire au lieu d'arriver un peu avec une mine de chien battu, pardonnez-moi un peu aussi, vous voyez, c'est pas arriver vers lui en pleurant et en lui disant tu te souviens, mais moi je t'aime, j'ai des sentiments pour toi. C'est peut-être aussi vous dire après tout, cet homme, il est de son côté, il est libre, il n'a pas refait sa vie. Donc pourquoi ne pas essayer? Après tout, il y a des couples qui se séparent et qui se remettent ensemble. Oui, il y en a beaucoup. Mon fils, comme il me dit, tu sais, ça va recommencer comme avant. Oui, mais votre fils, lui... Fils, il veut pas que je revienne avec son père. Oui, mais après tout, votre fils, il a quel âge, votre fils? Mon fils, il a 25 ans. Oui, écoutez, votre fils, ça le regarde pas, hein. Il demandait des nouvelles de son père. Hein. Il m'a dit, oh, tu m'appelles à moi ou tu demandes des nouvelles de papa? Alors donc, il est un peu... j'ai l'impression que ça l'embête que je revienne avec son père. Qu'est-ce qu'il craint, votre fils? Hein? Que craint-il, selon vous?
Je sais pas, il craint que ça va repartir comme avant. Comme avant, parce que c'est-à-dire? C'est vrai qu'il n'était pas tendre à mon mari avec moi. Il n'était pas tendre, hein. Bon, c'est vrai quand il voyait ses copains, ils m'envoyaient balader, il n'était pas gentil, il était pas... Et mon fils, il a peur que je tombe comme j'étais, quoi. Il n'était pas tendre dans quel sens? Et il vous envoyait balader? Tendre, il était dans ses paroles. Dans ses paroles, ouais, t'as grossi, ouais, tu t'es vu, ouais... Ah oui, quand même. Ouais. Et malgré tout ça, je l'aime toujours. C'est bizarre ça, je comprends pas. Oui. Et pourtant, je vous assure, Caroline, je sais qu'on est ans, mais je vous assure, j'ai des hommes qui me regardent, mais ça ne m'intéresse pas. Oui, mais votre fils a été marqué par ces paroles. Je veux dire, j'ai rencontré quelqu'un il y a 1 an. Je veux dire, lui chez lui, moi chez moi. Mais il n'y a pas de... Enfin, lui, il en a pour moi des sentiments, mais moi, j'en ai pas, parce que ma tête, elle est ailleurs. Ma tête, elle est toujours... Oui, avec malgré ces paroles quand même blessantes à un moment où vous aviez pris du poids, mais oui, c'était lié à ces problèmes de thyroïde. Ah oui. Oui, c'est des propos blessants. Et je comprends pas pourquoi je l'aime toujours. Et pourtant, il m'a fait mal, je vous assure. Il m'a fait très mal. Mais bon, je sais pas. Bon, c'est vrai que lui maintenant, il lui reste que notre fils, et il vit avec notre fils, avec Nicolas. Pardon, il faut pas dire le nom. Et donc, bon, ils sont que tous les deux. Ils sont, bon, mon fils, il habite au premier, lui, il habite au rez-de-chaussée, votre fils a raison dans un sens, parce que si c'est pour repartir comme avant et que vous retombiez dans les mêmes travers de votre relation, c'est ça que j'ai où peur, où cet homme finalement tient des propos désobligeants à votre égard, ça ne va pas. Que j'étais grosse, non, il m'a dit que je devenais obèse. Ouais, c'est vraiment gentil. Oui, il était vraiment d'un soutien pour vous. Pour une femme. Bon, est-ce qu'avant vos problèmes, Catherine, est-ce qu'avant vos problèmes, il a dit à sa sœur, mais qu'est-ce qu'elle a minci, Cathy, hein? Il m'appelle Cathy, hein. Catherine, est-ce qu'avant vos... Qu'est-ce qu'elle a minci, tout ça, elle est radieuse et tout. C'est vrai quand je sors, vous savez, je sors pas avec un sac sur la tête, quoi. Quand je sors, je m'arrange, mais à ce moment, j'ai plus le goût à rien. Oui, mais moi, vous êtes un peu... Alors, vous êtes suivie pour ce problème d'hypothyroïdie, donc là, puisque vous avez perdu du poids. J'ai été opérée, oui. Oui, vous avez été opérée. Tous les 3 mois, j'ai des... Oui, mais il y a quand même un fond un peu déprimé, puisque bon, vous lui parlez, vous avez envie de pleurer, il faudrait peut-être être un peu soutenu aussi sur ce plan-là, quand même, parce que Caroline, vous vous accrochez à cet homme. Je suis allée passer 4 jours chez mon frère avec mes petits-neveux, tout ça. J'ai dit, ça va me changer un peu. Écoutez, j'ai 2 sœurs qui habitent pas loin de mon frère. Elles sont même pas venues me voir, hein, parce que moi j'habite un peu plus loin. Oui. Et elles habitent tout près. Eh bien, écoutez, j'ai appris là. Ils ont passé 2 jours chez mon frère, et pendant que j'étais chez mon frère, avec mes petits-neveux, ils sont même pas venus me voir. Et pourtant, et je vous assure, le repas, ça se passait chez moi, les anniversaires, tout ça. Mais depuis que je suis séparée, je sais pas. Personne vient me voir, Caroline. Et je manque beaucoup d'amour. Oui, mais manque de tendresse. Catherine, vous mettez tout sur le compte de cette séparation, comme si depuis cette séparation, vous ne pouviez plus avoir aucune vie. Ben oui. Je me suis séparée, les amis m'ont mis de côté. Catherine. Vous savez, les gens mariés, on dirait qu'ils ont peur qu'on leur prenne leur mari et que... Oui, mais j'entends bien que depuis... Ça m'a pas beaucoup aidé, quoi. Oui, je me suis Catherine, écoutez-moi. J'ai même avec ma maladie, avec tout. Moi, je crois, Catherine, plus je vous entends, que vous auriez besoin quand même d'un espace un peu pour parler, parce qu'on sent déjà que vous avez un grand besoin de parler, et d'un soutien psychologique parallèlement. Parce que ce qui vous manque, au-delà évidemment de cet homme, où j'entends les sentiments que vous avez pour lui, évidemment, vous avez vécu 25 ans avec cet homme. C'est une grande partie de votre vie. Bien sûr que non. Mais au-delà de ça, vous avez perdu aussi tout un environnement affectif. Et voilà. Donc, alors,
tout, non, mais vous pensez avoir tout perdu. Donc, évidemment, vous vous retrouvez terriblement isolé, effectivement. Donc, vous rattachez tout. C'est comme si, en n'ayant plus cet homme dans votre vie, subitement, vous n'aviez plus d'amour, plus de source d'amour, plus de source de tendresse, excepté votre fils. Bon, ce qui est déjà important, mais qui n'est pas suffisant. Vous ne pouvez pas avoir qu'une seule personne comme ça ressource auprès de vous. Donc cet homme, Catherine, cet homme cristallise tout. Donc je pense qu'il faudrait un petit peu mettre les choses à plat, comme on le fait ce soir, mais plus longuement, en prenant le temps, plus régulièrement, avec un psychothérapeute, pour voir un peu dans le temps ce qu'il en est. C'est-à-dire que oui, il y a une étape nécessaire de reconstruction qui va vous permettre de voir si réellement votre désir vous pousse vers retourner, tenter en tout cas de reséduire cet homme, parce qu'après tout, pourquoi pas, ou si finalement vous tournez vers une reconstruction personnelle en vous créant de nouvelles bases et peut-être effectivement de nouveaux liens affectifs. C'est toujours très compliqué après une séparation et après un divorce, parce qu'effectivement, je vous assure, Caroline, oui, je ne m'en sors pas. Je m'en sors pas. Mais parce que c'est toujours ce qui est compliqué après une séparation, après un divorce, c'est qu'on ne perd pas seulement l'être aimé, mais on perd aussi effectivement tout l'environnement affectif, tout l'environnement souvent, enfin une partie de l'environnement parfois amical, parfois il y a certaines personnes de la famille qui peuvent tourner le dos. Enfin, il y a beaucoup du réseau social aussi qui change. Donc, il y a vraiment une période comme ça de flottement. Donc, bon, là, c'est vrai que ces temps, c'est long, et je crois que voir quelqu'un vous aiderait un peu à faire la part des choses, Catherine. Hein, je crois vraiment qu'il faut réfléchir à cela, parce que c'est cet isolement qui vous pèse, et cet homme cristallise un petit peu tout ce manque. Je crois qu'il vous faut y réfléchir. Bon courage en tout cas. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Un message pour Catherine de la part de Lali qui dit: Catherine, vous êtes nostalgique des bons moments, mais n'oubliez pas les mauvais. Vous n'avez apparemment pas toujours été heureuse avec cet homme. Alors essayez de vous tourner vers l'avenir. Un message également du subversif qui reprend les paroles de Catherine qui parlait de cet homme en disant: il n'a pas compris, il n'a pas parlé, il n'a pas agi, il ne propose pas de renouer. Le mythe de l'homme chef d'orchestre vous aveugle et vous retient à un amour qu'il tue. Voilà, donc ça serait important que Catherine reprenne un peu en main sa propre destinée. Et puis Olivier, le patrouilleur, me dit: alors, et Sergio, Georges, ils sont partis à la chasse aux œufs? Mais non, ils sont là, ils m'ont envoyé de gentils messages, mais je ne sais pas si les cloches les ont gâtés, les amis Sergio et Georges. Je pense qu'elles ont dû passer au-dessus de leur tête et laisser quelques œufs, quelques petits lapins et quelques petites poules comme ça au passage. Allez, on va accueillir Xavier. Bonsoir. Bonsoir, chère Caroline. Bonsoir, Xavier. Alors, voilà le propos que j'ai envie de, comment dirais-je, d'expliquer avec vous en direct. Oui. C'est que depuis une dizaine d'années, je vais avoir 59 ans au mois de juin, Oui. il y a quelque chose que je sens qui ne m'agresse absolument pas, mais qui a une puissance inexorable que je ressens tous les jours, Oui. c'est le temps. Et finalement, c'est-à-dire que j'ai la conscience, si vous voulez, du temps qui s'enfuit. Oui. Ça ne me rend pas malade. Vous n'avez absolument pas quelqu'un de dépressif au téléphone. Loin de là. Oui, non, mais je comprends, oui. Parce que j'aime bien plaisanter et je m'intéresse à 1000 choses. Et si vous voulez, c'est un sujet que j'ai du mal à aborder avec des gens que je côtoie. Et j'ai même l'impression que dans les médias, on n'ose pas parler de ça. Alors je m'appuierai, je vous donnerai 3 exemples qui vont permettre de nous permettre de prendre de l'altitude. Si vous voulez, je citerai Guitry, Voltaire et Jean Cocteau.
Ah oui, en effet. Oui, vous faites très fort, oui. Ça ne veut pas dire que je n'écoute pas les gens qui ne sont pas des personnalités, bien au contraire. J'y mettrai aussi le temps du deuil, qui est aussi quelque chose que je vis, que je vis depuis 10 ans, parce qu'en 10 ans, j'ai perdu beaucoup de personnalités qui m'ont tiré vers le haut, des gens qui étaient très brillants dans leur métier. J'ai été au service de ces personnes. Et si vous voulez, ce temps qui passe, ce temps qui est plus fort que moi, et ça se traduit à savoir que demain, je vais me lever à 8 heures du matin, et il va arrêter midi, il va arriver midi à ma montre, et je n'aurai rien compris. Et ça, c'est quelque chose qui, je sais pas, j'ai pas du tout l'impression d'avoir loupé les bons moments, et là, je vais citer très vite Voltaire qui disait « Profitons du présent, il est si court ». Je connais ça, j'ai vécu ça, j'ai exploité, si je puis dire, cette formule magnifique de Voltaire, mais voilà. C'est une belle formule, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet dont on parle très peu dans les médias? J'ai l'impression que les gens n'ont pas envie de parler de ça, parce qu'autour de moi, les gens, ou alors ils sont bof, la conversation ne démarre pas, et moi j'ai envie de la faire partir avec vous, cette conversation. Le rapport au temps, ça ne démarre pas? Ben non, quand j'en parle, les gens sont les bras ballants, c'est-à-dire je sais ce qu'ils pensent, on n'y peut rien, oui, je sais qu'on n'y peut rien. Alors là, est-ce que c'est pas parce que c'est trop anxiogène, peut-être? Ah bah oui. Le rapport au temps, justement, parce que le temps qui s'accélère plus on avance en âge, je trouve qu'il y a quelque chose, moi, ça d'assez communément. Ça vous angoisse pas, vous? Non. Alors vous allez dire. Non, mais je dis peut-être que. Je vous assure que ça m'angoisse pas. Mais... Non, mais c'est vrai que le rapport au temps, alors que le temps en soi, évidemment, c'est une notion très subjective. Une minute, ça reste une minute. Une heure, c'est une heure. Une année, c'est une année. Mais le temps pour un enfant n'est pas du tout le même que celui pour un adulte. Voilà. Regardez quand on était enfant, les grandes vacances. Oui. Ça paraissait interminable, les grandes vacances. En tous les cas, ça paraissait long. Voyez. Et oui, comment on les attendait souvent et puis il y avait des moments parfois il pouvait y avoir par moments un peu d'ennui, enfin ça dépendait des moments, mais c'était moi je m'ennuie pas dans la vie. Mais bon. Pas du tout. Mais moi je pense que parfois il est bon même pour les enfants de s'ennuyer, parce que de l'ennui naît l'imagination. Parce que quand on a des moments d'ennui justement, je trouve qu'aujourd'hui, bon ça sera un autre sujet, mais les enfants ont des plannings de ministres et qu'il faut les laisser un peu avec du temps comme ça libre, vacant, où ils peuvent un peu développer leur imaginaire. Mais le temps des grandes vacances, maintenant vous avez un temps de vacances pour ceux qui ont la chance d'en prendre parce qu'ils ont un travail, parce que bon voilà, il passe très vite. Ça passe très vite. Le rapport au temps avec l'âge, je trouve, s'accélère, alors qu'en fait c'est toujours le même. Et puis il redevient lent passé un certain âge, chez les vieilles personnes, souvent. Bon, alors moi je suis dans la période d'accélération. Voilà. Ah ben oui, mais vous n'êtes pas une vieille personne. Alors je vais vous citer cette formule de Sacha Guitry, qui était un homme génial, qui dit « On a beau dire je prends mon temps, je perds mon temps, ce possessif est dérisoire, c'est toujours lui qui nous possède. » C'est certain. C'est beau ça. Ben oui. Et on sent que le père Guitry aussi, il a dû connaître ça, ce que je vis actuellement. Je me compare pas à lui, hein. Loin de là. Hein. C'est un de mes maîtres à penser. Mais voilà, non, ce que je veux dire, c'est que je suis ravi de pouvoir bavarder un peu avec vous, parce que mais je crois que ça dans le quotidien, on veut pas aborder cette question avec Non, Xavier. mais je crois qu'au fond, on ne veut pas l'aborder, alors qu'en fait, ça nous obsède tous. Mais plus ou moins. On y est tous confrontés, parce qu'on est confrontés à notre finitude en tant qu'être humain. Donc, c'est pour ça que je disais... Alors là, justement, c'est très intéressant ce que vous dites. Ne pensez pas du tout, et je sais que nous sommes tous mortels, sauf les académiciens qui sont immortels. Ça, c'est pour la petite histoire. Je ne prononcerai jamais, enfin, je vais le dire, mais je ne pense pas forcément à la mort, qui est inéluctable. Non. Je suis bien dans la vie, et dans la vie, ce temps me pousse. Vous voyez ?
Et là, je vais citer, alors là, par contre, on va rentrer un petit peu dans le côté mystique de Cocteau. Je vous avais dit que je les placerais tous les trois. Allez-y, c'est un plaisir. Le temps des hommes est de l'éternité pliée. Le temps des hommes est de l'éternité pliée. C'est magnifique aussi, tout ça. Oui, le temps des... Alors là, oui, ça demande presque... Bon, vous n'êtes pas sur France Culture, hein, vous êtes bien sur Europe 1, parce qu'on a quand même eu... Non, mais attendez, attendez, là, je rentre de vacances, là, il est dans la heure-ci, je dormais depuis... Ça met en route. Ouais, ça met en route, là, vous êtes un peu dur, là, hein, pour moi. Là, non, j'ai du mal à déchiffrer cette phrase-là. Le temps des hommes est de... C'est-à-dire que les hommes se croient tous immortels, notamment les gens qui ont des responsabilités énormes, et finalement, ils ne veulent pas voir que ce temps, c'est une fausse éternité, quoi. Mais alors vous, comment vous le vivez? C'est-à-dire, vous dites, bon, qu'il est compressé, que vous avez l'impression que ça passe de plus en plus vite. Oui. Donc alors, comment vous l'employez? C'est-à-dire que vous vous employez à faire de plus en plus de choses? C'est-à-dire que quand je fais quelque chose qui me passionne, que je lise, que, je vais vous dire, je suis un passionné de recherche littéraire, vous vous en rendez compte, hein. Je vous ai cité quand même des grands personnages. Comment, oui. J'écoute énormément, beaucoup de radio, beaucoup. J'enregistre des émissions culturelles la nuit, et ça me permet d'être en contact avec des gens extraordinaires. Et je me dis, tous ces gens, les grands personnages, bon, bien sûr, ils ont laissé une trace, que ce soit Gustave Eiffel, Molière ou Guitry, mais qu'est-ce que ces gens-là, qui, à mon avis, avec lesquels j'aurais aimé parler, si vous voulez, qu'est-ce qu'ils auraient pu me dire sur ce que je vous dis actuellement, et encore une fois, avec des gens même de qualité que je côtoie tous les jours, on ne veut pas me parler de ça. Alors si je cite du Sacha Guitry, tout le monde est content. Xavier nous raconte tout le monde. Bon, ils sont ravis des recherches que je fais et de ma culture que je travaille. Quand je veux parler du temps, non, ça n'intéresse personne. Quand vous voulez en parler, quand vous voulez que les personnes parlent de leur rapport au temps. Oui, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ressentent au fond, pour savoir si je peux parler avec eux, s'ils partagent ces choses-là, vous voyez. Mais à ce moment-là, si je parle de cette conversation que je suis ravi encore une fois d'avoir avec vous. Oui, mais parce que regardez comme on est dans une fuite effrénée, on est dans une course permanente contre le temps, on est dans une dictature du temps, de la montre. Enfin, c'est effrayant au fond. Et finalement, il court après quoi? Au fond, derrière, alors ça peut être un moteur, mais il y a aussi, moi je pense qu'il y a une angoisse derrière tout ça. Alors c'est ce qui peut pousser. Vous avez cité aussi des grands hommes à laisser derrière eux des œuvres, parce que comme de cette façon-là, ils restent immortels. Absolument. Hein, c'est ça. Ils laissent derrière eux leurs œuvres. Mais pour le commun des mortels. Cette agitation en tous sens, c'est vrai que pour peu que l'on se pose et que l'on regarde, on se dit parfois à quoi bon. Mais alors, c'est vrai qu'après, on se dit, bon, si on se dit ça, ça peut rejoindre l'état dépressif. Si on se dit aussi à quoi bon tout ça. Non, mais en poussant la réflexion. Alors que bon, après tout, c'est aussi de savoir que la vie, pardonnez-moi, j'y reviens, mais a une fin qui fait qu'on la goûte. Et qu'on la savoure. Alors, on n'est plus dans le rapport au temps. Moi, ce que je veux dire, c'est que les enfants petits n'ont pas... Ils sont dans l'instant. Une journée, pour un enfant, une journée est longue. Pour moi, c'est court. Ben oui, pour vous, c'est court. Pour moi aussi, c'est court. Et pour vous, il y a 10 ans, c'était déjà moins court, une journée. Tout à fait. Alors, vous dites... 10 ans. Depuis 10 ans, mais vous me dites aussi que depuis 10 ans, vous avez perdu beaucoup d'êtres qui vous étaient chers. Oui, mais des personnes, la plupart, à part 2 ou 3 malheureusement dramatiques, mais qui étaient quand même âgées. Donc, il y avait une certaine logique, si vous voulez, un certain ordre des choses, mais il me manque ces gens. Peu importe, on a beau, vous savez, après dire qu'on se prépare, que c'est dans la logique, il y a quelque chose en nous qui échappe à ça et qui ne se résout pas à cela. Il y a quand même un lien. Vous dites que c'est depuis 10 ans et vous dites aussi que c'est quand même depuis 10 ans que vous avez pris conscience avec une telle acuité de cette accélération subjective forcément du temps, puisqu'on est toujours dans le subjectif.
Bon, parce que pour un enfant, le rapport au temps, je vous le dis, est très différent. Une année dans la vie d'un adulte, ce n'est rien. Tout dépend ce qui se passe dans cette année, mais pour un enfant, une année, c'est extrêmement long. Donc peut-être que si vous voulez, je ne sais pas, après le journal de minuit, nous aurons peut-être des réactions. Donc écoutez, s'il y a des personnes qui veulent parler de ça avec moi, je serais ravi. Et par l'intermédiaire de votre radio, je serais ravi. Eh ben écoutez, alors restez à l'écoute en tout cas. Merci beaucoup Xavier. Une petite heure devant nous, une heure bien trop courte, nous dirait Xavier, puisque juste avant le journal de minuit, il nous parlait de son rapport au temps, de son sentiment que depuis une dizaine d'années, le temps passait plus vite. Alors, des réflexions arrivent par SMS, par courriel. Je vais vous en lire quelques-unes avant d'accueillir Michel qui est avec nous au 39-21 et qui va nous en parler directement. Il y a First Lisa qui nous envoie un petit courriel pour dire: j'ai l'impression que cette notion du temps qui file arrive beaucoup plus au moment de la retraite. Il y a Myriam justement qui est retraitée qui dit: j'ai 65 ans et j'ai la même conscience que Didier du temps qui passe et du coup je le vis plus intensément. Je pense que si le temps nous paraît passer plus vite que lorsque nous étions plus jeunes, c'est parce que nous avons aussi un rythme plus lent. Mais comme lui, je ne me sens pas angoissée du tout. Et puis Lona dit: on doit penser au temps, au contraire, pour le retenir un peu, parce que si on l'oublie, on le perd. On doit se retourner sans cesse. C'est en s'arrêtant que le temps peut s'arrêter. Et oui, ce sentiment qu'on peut maîtriser le temps, le contrôler, prendre son temps, finalement l'éloge de la lenteur, de la paresse, ça rejoint un petit peu c'est ce label des villes lentes comme ça, hein, ou des villes où on peut prendre le temps de vivre, où il y a une certaine douceur de vivre, où de plus en plus dans les grandes villes, nous sommes noyés dans le stress, noyés dans l'hyperactivité. Il y a aussi Fleur de Cactus qui dit: le temps est notre demeure, écrit Lars Noren. Pour moi, l'habiter, c'est la construire et y partager de beaux instants. Quelqu'un dit, pour répondre à Didier, si on pouvait effacer l'espace-temps, on pourrait revenir en arrière, effacer les mauvais moments, faire revenir les morts. NJ dit: le temps nous ramène aux limites. La limite par excellence, c'est la mort. Et puis, il y a également quelqu'un qui dit: je pense qu'il faudrait que Didier s'intéresse à la physique quantique. Alors après, j'ai pas le reste du SMS parce que c'est compliqué, hein. Vos réactions par SMS, c'est limité à 160 caractères et malheureusement, je ne peux pas, quand c'est pas des dissertations, c'est Kojak qui me dit d'ailleurs, qui me dit: si vous avez 1 heure pour pondre une disserte, vous préférez peut-être des exercices d'anglais, me dit Kojak. Non, ni une disserte ou alors une disserte en anglais, vous ne seriez pas déçus. Il y a également quelqu'un me dit: pourquoi perdre du temps à parler du temps alors que c'est un fait et que l'on ne peut pas y faire grand-chose. Olivier, le patrouilleur, dit: la peur de l'ennui ne nous pousse-t-elle pas
Attendez, parce que la peur de l'ennui ne nous pousse-t-elle pas à nous suroccuper pour remplir les journées et du coup tout passe au plus vite? Oui, et puis je pense la peur de l'ennui et puis l'angoisse. Je pense que quand même il y a une anxiété derrière et qu'on est de plus en plus poussé par un stress, par une hyperactivité. Et c'est ce qui nous pousse à nous agiter, à remplir nos journées et ne pas à être confrontés au vide. Et c'est pour ça aussi que certaines personnes ont très peur des vacances, hein, c'est-à-dire du mot vacant, c'est-à-dire se retrouver face à soi-même, face au vide, un peu face au néant. C'est-à-dire, bon, on va accueillir Michel. Et bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vous téléphonais parce que j'ai entendu le témoignage de Didier, c'est ça? De Xavier. Xavier, excusez-moi. Et j'ai bondi parce que je suis tellement en adéquation avec lui que je me suis dit, il faut absolument que je réagisse. Et parce que je partage exactement la même opinion que lui. C'est-à-dire que moi, je n'ai absolument pas peur du temps qui passe ou qui me rapproche de la mort, parce que forcément c'est inéluctable, ça c'est évident. Mais je trouve que plus on vieillit, plus on a conscience du temps qui passe, et plus il passe vite. Et moi je me souviens que quand j'étais petite, enfin à 16 ans ou à 16 ans, tout le monde rêvait d'avoir une chambre de bonne à 18 ans. Et quand j'étais petite, ça me paraissait une éternité, 18 ans. D'avoir 18 ans, c'était énorme pour moi. Oui. 2 ans, je me suis dit, c'était très, 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 très long. Et puis quand j'ai eu 10 ans, d'abord, j'ai pas eu ma chambre de bonne, mais enfin, ça, c'était pas grave. Et puis plus les années passent, plus ça passe vite. Et ça fait pas peur, parce que on est toujours occupé. Moi, j'ai fui Paris parce que c'était justement ce stress, cette angoisse du temps, du machin, qu'il fallait occuper tout le temps, être tout le temps occupé. Faire quelque chose, aller aux expositions, aller au ciné, aller dîner, machin, etc. Et ça me fatiguait. Et maintenant que je vis à la campagne, alors là, j'apprécie tout le temps. Il passe tout aussi vite qu'à la ville. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y a, je sais pas, s'occuper du potager, du jardin, des tas de choses. Et ça passe tout aussi vite. On se réveille le matin et puis la journée est passée comme ça. On ne sait même pas pourquoi. C'est vrai que c'est très juste. Le rapport au temps est très différent aussi dans les villes et dans les grandes villes, et je dirais dans les petites villes ou dans les villages. Peut-être parce que il n'y a pas ce rapport à la nature. Donc dans les grandes villes, oui, il faut s'occuper, comme vous dites. C'est-à-dire les gens sortent en disant mais il faut aller. Je dis il faut aller. Alors que bon, c'est aussi un plaisir, hein, évidemment, mais faire une exposition, on va voir un musée, on va au cinéma, et on voit en province. Alors les gens vont dire peut-être parce qu'il y en a moins. Alors qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se passent. Il y a une vie culturelle aussi en province. Hein. Mais on voit peut-être parce qu'il y a plus de gens qui ont des maisons individuelles ou et du coup s'occupent plus, comme vous dites, peut-être de leur extérieur, de leurs plantes, de leur potager, de leur ils sont beaucoup plus calmes. Ils sont surtout beaucoup plus sereins. Oui. Moi, je vois dans les magasins, simplement, où il y a les escaliers, la mécanique, les gens, ils sont sur les escaliers mécaniques, ils attendent que ça se déroule, quoi. Vous voyez jamais ça à Paris, hein. Un escalier mécanique, si, vous voyez quelques personnes qui attendent que l'escalier, comme ça, avance tout seul. Mais c'est très rare et ils se font bousculer, hein. Alors qu'en province, c'est vrai que moi, de la première, quoi, j'ai tendance à dire, alors il avance pas, lui, et je bouscule. Bon, je faisais ça au début du séjour, puis après, je me suis dit, calme-toi, ma grande, quoi. Qu'après, vous prenez le pli de l'endroit. Oui, au départ, je me disais, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils sont mous, quoi, en arrivant. Et puis après, à la fin de ma semaine, je m'étais dit, c'est bon, ralentis ton rythme. Voilà. Et c'est là où je me rends compte que vous avez raison, il y a un rythme très différent, et on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on est pris dans cette cadence. Dans cette espèce de furia, de brouhaha, de vie de capitale ou de grande ville, et qu'on ne prend pas justement le temps d'apprécier les choses. Simplement. Oui, parce qu'on c'est est vrai. trop pressé, il faut tout faire en même temps. Il faut tout faire, il faut être décuplé, se décupler, et c'est très très bizarre. C'est très curieux.
C'est, Je sais pas ce qu'en pense oui, Xavier. c'est très juste. C'est très juste. Il y a tout un rapport comme ça. Alors il y a quelqu'un qui me dit on dort déjà un tiers de notre vie. Ça aussi. C'est terrible. Oui, ça occupe pas mal aussi. Remarquez, là, on prend le temps. Hein. Ça, on prend le temps. Alors Il y a- là, je me demande si c'est pas un peu du temps perdu, là, quand même. Ah, Parce qu'il y a quand même pas mal moi de je choses à dirais faire. non. Moi je dirais non parce que je suis une grosse dormeuse. J'adore mon lit et j'adore dormir. Mais il y en a, je suis sûre, qui doivent sursauter puisque forcément, parmi ceux qui écoutent l'émission, il y a beaucoup d'insomniaques Oui, absolument. à cette heure-ci. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que je me dis, quel courage vous avez d'écouter. Vraiment, parce que moi, là, je me dis, voyez, quand je pars en vacances, moi, mon grand plaisir, c'est de me coucher tôt en vacances. Je suis pas une convive très agréable pour les autres. Ah ben Ouais. non, Ben non. c'est pour ça. Il y en a qui me disent, bon, allez, effectivement de se coucher tôt. on va prendre un verre, on va sortir, on va faire la fête. J'ai dit, ah On non. va, voilà, prendre Ah non. l'apéro, être tranquille. Ah oui, oui. Absolument. On me dit, ah non, mais t'es pas marrante, toi, tu te couches tôt. Je dis, oui, non, mais attendez. Oui, mais moi- enfin, j'imagine que c'est les premiers jours. Et puis après, Oui, oh bah bien sûr. Non, non, mais quand je pars en vacances l'été un mois, c'est bon. Je suis pas couchée à 23h, ça va. Mais là, je vous assure que pendant cette semaine, 23h, extinction des feux. Et qu'est-ce que j'appréciais. Mais c'est vrai que du coup, pour mon entourage, c'est pas follement sympathique, quoi. Mais mais je me dis, oh, qu'est-ce qu'ils ont comme courage, vraiment, ceux qui m'écoutent, parce que, et surtout, je sais, parce que quand je vois là, la personne qui envoie un petit SMS en disant on dort déjà un tiers de notre vie, il y en a qui doivent bondir, je pense à notre Majesté Georges qui se lève très tôt le matin, et je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous hein, qui se lèvent tôt le matin, et il y en a beaucoup qui ne dorment pas un tiers hein, de leur vie. Je sais pas, vous dormez beaucoup, vous? Non? Non, moi, Non. à la campagne, je me réveille vers 7h30, 8h. Oui. Bon, enfin, ce qui n'est pas terriblement tôt non plus. Mais voilà, je prends le temps. Je prends le temps de prendre mon petit déjeuner, qui dure 1h, 1h30. Donc, Ah, je c'est ne me formidable, presse pas, ça. rien ne me presse. Oui, si vous voulez. oui. Donc, et ça, j'apprécie énormément. Oui, c'est ça. Tout est un plaisir, c'est-à-dire Voilà, le tout petit devient un déjeuner plaisir. devient voilà, vous prenez le temps de vous réveiller en douceur. Exactement. C'est pas avalé sur le pouce comme ça. Voilà. Oui. Voilà. Ouais, ça c'est formidable. Mais écoutez, Michel, je vous propose de rester avec nous parce que le thème développé par Xavier suscite beaucoup de réactions Oui. et qu'on les accueille ensemble parce que vous aurez peut-être, ça vous donnera l'occasion de discuter avec. Il y a Béatrice qui est avec nous également. Bonsoir Béatrice. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, j'ai attrapé l'émission en vol, donc j'ai pas entendu tout ce que votre interlocuteur vous disait. Je crois que c'est Xavier. C'est Xavier, oui, qui nous ça. Mais disait. je trouvais que le Alors, thème était très intéressant. bien sûr Xavier a donc 59 ans et donc il trouve depuis une dizaine d'années que le temps passe de plus en plus vite Oui, et c'est que ça, lorsqu'il c'est ce que j'ai cherche à l'évoquer au fond avec autour de lui, eh bien, le thème est très intéressant parce que tout le monde est concerné. et oui, tout le monde a pourtant, une approche différente. et Mais je pourtant, pense il trouvait que il n'y avait pas d'écho, que les gens disaient à quoi bon parler de ce sujet. Donc c'est pour ça qu'il Là, il l'évoquait à l'antenne. Je suis étonnée de ça parce que c'est un sujet qui est passionnant et qui concerne encore une fois absolument tout le monde. On en est moins conscient quand on est jeune parce que le temps passe moins vite. Ce que vous disiez, d'ailleurs, votre remarque était très intéressante quand vous avez dit les jeunes enfants n'ont pas du tout la même notion du temps, la même mesure du temps. Une journée, pour eux, c'est énorme. Une année ou 2 mois de vacances, c'est colossal. Et moi, je pense que derrière cette fuite du temps, littéralement, puisque plus on avance dans la vie, plus le temps passe vite, je crois qu'il y a surtout c'est l'angoisse de la mort, même si on ne veut pas l'accepter, Oui. c'est l'angoisse de la mort. Et d'ailleurs, plus l'échéance se rapproche et plus le temps passe vite. Et j'étais frappée de voir que certaines personnes que je connais et qui ont un âge tout de même assez avancé, je connais une femme qui est extraordinaire, qui est pleine d'énergie, qui a 90 ans passés, et elle ne pense pas à la mort. Et du coup, elle ne pense pas, elle ne pense pas au temps. Oui. Et je vois que finalement, les gens les enfants ne pensent pas à la mort. C'est quand on a cette échéance qui se rapproche
que le temps paraît très très vite. On est comme le prisonnier dans le couloir de la mort qui sait qu'il va. Enfin bon, je prends un exemple un peu caricatural. Extrême, oui. Mais enfin, le temps passe très très vite. Donc c'est encore une minute, Monsieur le bourreau. Oui. Et ça, je pense que vous avez tout à fait raison quand vous comparez le temps des enfants au temps des adultes et au temps des gens qui commencent à devenir un peu, enfin, qui prennent de l'âge. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes très âgées qui ne semblent pas, en tout cas n'évoquent pas, ne semblent pas angoissées par la perspective de la mort, c'est-à-dire qu'ils vivent chaque jour, qui semblent, quand elles ont la chance d'être en bonne santé, en bonne santé. Oui. Et finalement, c'est plus l'entourage, enfin leurs enfants, leurs petits-enfants qui se disent profitons de ces moments, mais où elles... mais elles n'y pensent pas. Oui, comme si elles n'y pensaient pas. Ça. Et j'ai toujours envie de les interroger en leur disant, mais enfin, j'ai une amie en particulier qui a un âge vénérable comme ça, et j'ai dit, mais tu ne penses pas à la mort. Et c'est un sujet dont qu'elle n'aborde même pas. Elle est très active parce qu'on est 2-3 personnes de cet âge-là qui, bien sûr, en premier, qui ont une santé formidable, ça c'est évident que c'est la première condition, mais ensuite qui mènent leur vie sans avoir cette obsession ou sans s'arrêter à penser au temps qui glisse comme ça de plus en plus vite et qui est comme de l'eau dans les doigts. Enfin, on a beau fermer sa main très fort, l'eau continue à couler. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, c'est vers cette attitude-là qu'il faut se diriger pour essayer de bien vivre sans angoisse et sans avoir le sentiment qu'on perd le temps, parce que le temps est tellement précieux que à ce moment-là, si on est obsédé par le temps, mais en même temps, c'est un peu paradoxal parce que je suis exactement comme Xavier et je suis étonnée de sa remarque quand il dit que c'est un sujet qui ne semble pas intéresser les autres. Je trouve ça absolument passionnant. D'ailleurs, on a beaucoup écrit sur le temps. Oui, moi aussi, je suis très étonnée que ça n'intéresse personne. Enfin, soi-disant, ça n'intéresse personne. C'est très curieux, ça. Alors, est-ce que ça n'intéresse pas ou est-ce que les gens ne savent pas finalement comment en parler? Moi, est-ce que c'est finalement pas anxiogène? Moi, c'est ce qui me venait un peu à l'esprit. Oui, c'est-à-dire anxiogène parce que il y a l'angoisse de la mort au fond là-bas. Et oui, il y a quand même cette idée de la finitude. Alors Xavier nous disait que lui, ça ne renvoyait pas à cela chez lui. Oui, moi aussi, pareil. Bon. Mais peut-être que, on est quand même forcément limité dans le temps. Et c'est aussi cette conscience-là qui nous permet de profiter de la vie, à condition que cette angoisse ne soit pas trop présente. Parce que si on est dans une obsession de la mort, on ne peut plus rien faire. Mais il y a aussi de savoir que notre vie a une fin qui nous permet de lui donner du sens. Absolument. Tout à fait. On va accueillir, je vous remercie infiniment parce que c'est vraiment intéressant de vous entendre et je pense que Xavier vous écoute attentivement de l'autre côté de son transistor. On va accueillir également Marie-Louise. Bonsoir Marie-Louise. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai connu votre émission il y a quelques semaines seulement parce que je me suis mise sur Europe 1. Ah ben bienvenue. Bienvenue parmi nous. Ça m'a vraiment intéressée parce que tous ces gens qui parlent de tas de choses, qui apportent énormément, même si des fois on n'est pas concerné, mais ça apporte énormément. Alors je voudrais justement parler au sujet du temps, de ce que Xavier a parlé, et moi je vais sur mes 60 ans, donc je suis en pré-retraite. Oui. Et ce que je voulais vous dire, c'est justement, non, le temps, mais c'est très bien. Je trouve que plus on vieillit, il peut y avoir des tas de choses à faire. Moi, la retraite me fait pas peur, ni la mort non plus, parce que tout ce que j'ai pas pu faire en travaillant, moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans, donc j'ai quand même eu une longue carrière. Et ce que je veux dire, c'est qu'on acquiert, moi, à mon idée, une plénitude. Voilà, une espèce de sagesse. Voilà, tout à fait, vous avez trouvé le mot. Une sagesse. Et ce qui est important, c'est-à-dire ne plus s'enquiquiner avec des petites choses qu'avant on s'enquiquinait, qu'on se prenait la tête pour peut-être des bêtises, des choses vraiment inutiles, et que là, on va vers une vie beaucoup plus intense, je trouve. Même si on va de l'autre côté. Mais ça, malheureusement, c'est je crois, le lot de tout le monde.
Mais comme vous dites, quelle sagesse, quelle plénitude, quel bien-être intérieur. On acquiert de la sérénité et du recul, effectivement. Voilà, c'est un bien-être intérieur. Et c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de parler du temps parce que, puis je trouve que maintenant on vieillit quand même très très bien. Regardez les femmes de 60, 70 ans, je vous assure, moi je m'occupe des personnes âgées, et je peux vous dire que je vois des femmes de 80 ans, mais magnifiques, splendides aussi bien qu'extérieures qu'intérieurement. Donc, et qu'on ne parle jamais de la mort, et pourtant des fois elles ne sont pas toujours en bonne santé, mais qu'elles disent qu'elles ont encore plein de choses à faire. Et c'est ça qui est magnifique. Voilà, il y a encore des projets. Bien sûr, qu'il faut absolument avoir des projets. Alors bien sûr, il faut déjà peut-être avoir un caractère peut-être optimiste. Moi, j'ai toujours été de l'avant. Et ce que je voudrais dire aux gens aussi, malheureusement, dans la vie, on a des échecs, ce qui fait partie de la vie. Mais surtout, en tirer du positif. Ne jamais dire dans un échec, oh là là, non, il faut toujours en tirer du positif. Oui, ce qui n'est pas toujours très simple au moment où on le vit. Voilà. Cet échec. C'est sûr que c'est pas évident. Oui. C'est sûr que c'est pas évident. Mais après, quand on voit avec le recul, parce que dans la vie, malheureusement, on n'a pas que des échecs une fois. Non. Ça peut être dans le travail, dans la vie familiale, dans des tas de choses. Il y a toujours un moment ou un autre, on rencontre des échecs à différents niveaux, bien sûr. Exactement. Oui. Tout à fait. Et je crois qu'il faut en tirer... Ceux qui entreprennent à un moment dans leur vie, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou autre, connaissent des échecs. Exactement. Oui. Il faut en tirer... Il faut aller d'échec en échec pour réussir à un moment. Voilà, il faut en tirer du positif, il faut aller de l'avant, et vous verrez que... Et puis, ayez toujours... De toute façon, je pense que tout se passe dans la tête. Il faut essayer aussi d'être toujours positif. Parce que vous avez des gens aussi, ça ne va jamais. Oui. Vous avez des gens, ça ne va jamais. Moi, j'en rencontre... Bon, alors, je vais vous dire maintenant, à mon âge, je vais vous dire, franchement, je les évite. J'ai essayé de... Vous ne perdez pas de votre temps avec les personnes pessimistes. Maintenant, je suis arrivée à dire à 60 ans, j'ai essayé de leur dire qu'il faut prendre la vie comme ça, qu'elles sont en bonne santé, qu'elles ont de la chance de pouvoir aller en vacances, de se payer. Il faut voir les choses. Il y a des gens qui sont jamais contents. Alors, je dis... Et à n'importe quel âge. Comment ? Et à n'importe quel âge, oui, parce que... non, mais ça n'a rien à voir avec l'âge. Voilà, absolument. Ni avec le temps qui avance, c'est une question de personnalité. Exactement. Et moi, je vais vous dire, je suis beaucoup mieux à 60 ans qu'à 20 ans. Ah, moi, 1000 fois mieux. Voilà. Mais il y a des personnes comme ça qui effectivement se sentent mieux en prenant de l'âge, qui trouvent finalement... Alors, ça fait un peu, un peu caricatural de dire une certaine sagesse, mais finalement qui pouvaient être des jeunes gens un peu tourmentés, un peu angoissés, un peu et qui s'apaisent en prenant de l'âge. Avec l'âge. Qui osent dire des choses qu'on n'osait pas dire il y a quelque temps. Qui osent peut-être plus être eux-mêmes et qui se connaissent davantage. Plus dans la vérité, déjà. Je crois dire les choses comme elles sont et puis dire qu'il faut aller encore de l'avant, qu'à 60 ans, mais on a encore des belles années devant soi. Vous savez, quand on travaille, on peut pas toujours... Des fois, on a envie d'aller voir un musée, on va dire, là, je peux pas, je suis trop prise. Maintenant, là, il y a plein de choses à faire. Et puis, il y a des associations, il y a à donner aux autres, il y a... Vous savez, alors justement, vous savez, quand vous prenez le bus, que vous souriez à quelqu'un, je peux vous dire, ça vous embellit votre journée. Alors justement, c'est ce que dit Annabelle, qui dit le temps renvoie à la finitude, à la fin de vie. Nous sommes dans une société où il faut être performant et compétitif et où la mort est cachée, tabou. Confronté à la fin de vie, la notion de passé, présent et futur prend toute son importance. Il y a comme urgence à vivre, à être et à vivre le présent tant qu'il est encore temps. Baboul le loup dit une astuce pour vivre autrement le temps qui semble s'accélérer, vivre intensément chaque minute en pleine conscience, en observant, en ressentant, en partageant, même si on fait le même chemin tous les jours, faire qu'il soit tous les jours différent. Pas facile ça, parce que c'est presque une philosophie de vie. C'est beau, mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on ne fait plus attention finalement au chemin que l'on emprunte. Non, vous savez, on n'a plus le temps de regarder les choses. On vit dans un monde très superficiel, vous savez, il faut être beau, comme elle dit, il faut être performant, il faut être toujours à l'attaque. Non, mais la vie, c'est pas non plus ça.
Attention, hein, c'est aussi... On efface les marques du temps aussi, hein, oui, c'est-à-dire mais que... les rides, c'est ce qu'on a vécu, c'est l'expression de la vie. Le corps change, il ne faut pas croire qu'on reste toujours belle comme à 20 ans. Moi, j'étais très jolie à 20 ans, j'en ai 60, je suis très ronde et j'assume. Je suis très bien dans mon corps et dans ma tête. Et je peux vous dire que les gens qui sont en face de moi ne le voient pas, parce que quand vous êtes bien, ils voient autre chose. C'est pour ça qu'il faut cette plénitude, je parlais comme vous disiez, cette sagesse qui est vraiment très très important pour le temps, les années à venir. Pouvoir résister aux pressions un petit peu. Il y a Julien qui dit 2 très belles chansons de Charles Aznavour qui parlent de ce sujet, Hier encore, et sa jeunesse. Oh là là. Frédéric dit évidemment relire À la recherche du temps perdu. Oui. Et puis il y a Apsara qui dit Aragon, qui disait le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Et on va accueillir également Marianne. Bonsoir Marianne. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Marianne. Moi, avant de parler du temps, je voudrais vous lire un petit poème de Corneille. Parce que, bon, pour moi... On aura fait les grands auteurs, hein, là. Non, mais il est assez amusant, en plus. Parce que pour moi, en me référant un petit peu à tout ce que j'écoute, le passé n'existe plus. Je veux dire, j'ai eu un passé très douloureux, notamment avec la perte de mon époux, mais bien que j'y pense, il n'existe plus. Je veux dire, le futur n'existe pas. N'existe pas, on ne peut pas connaître ce que sera le futur. Donc, seul compte le présent, et moi, je vis le présent au jour le jour, c'est-à-dire à la minute, à la seconde, j'envisage jamais sur l'heure qui va arriver, parce que je ne sais pas ce que sera cette heure. Donc, je vais vous raconter, vous lire ce petit poème, et puis après, on pourra en discuter si Xavier, notamment, peut me citer le philosophe qui a dit que le passé n'existait plus et le futur n'existe pas. Alors, Xavier n'est plus avec nous, il nous écoute. Et non, il n'est plus là, Xavier. Bon, mais c'est dommage, c'est pas rien. Je vous lis mon petit poème. Allez-y, on vous écoute. Voilà. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne serez guère mieux. Le temps, aux plus belles choses, se plaît à frère qu'un affront. Il saura faner vos roses comme il a raidé mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Peut-être que je serai vieille, dit Marquise, cependant. J'ai 25 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. Je trouvais ce poème très joli pour parler du temps. Oui. Oui. Et effectivement, moi je trouve aussi, j'ai 60 ans. Et c'est écrit tel quel, je t'emmerde en... En attendant. Ah ouais, oui, ouais. Tel quel. C'est incroyable, j'imaginais pas que Corneille, c'est très moderne. À ce moment-là, était déjà... il était extrêmement moderne, oui, je savais pas que c'était employé à l'époque de Corneille. Hein. Oui, absolument. Regardez, mais au temps d'Apollinaire, il y avait d'autres termes qui étaient employés aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, hein, la truculence Apollinaire, on peut toujours s'y référer maintenant, et c'était encore plus virulent, je crois, enfin plus grivois, disons, que Corneille peut-être. Ah oui. Moi aussi, j'étais très surprise de d'entendre Non, ça. j'imagine que vous n'auriez pas pris cette liberté, Marianne. Pas du tout. Oui. Et pour moi, justement, c'est de ne pas me projeter dans l'avenir, puisque par rapport au deuil que l'on a autour de soi, ou même ce qu'on entend par rapport aux autres, je crois que dire dans un futur proche, je serai ainsi, pour moi, ce n'est pas concevable. Ou j'agirai comme ça, ou je ferai tel ou tel projet. Je ne peux pas l'envisager. Ce que je peux envisager, ce que je fais dans la minute qui vient. Voilà. Ben oui, c'est très bien résumé dans ce poème. C'est difficile de se projeter. C'est comme quand on parlait des enfants. Pour un enfant, forcément, quelqu'un de 25 ans et pour un enfant de 10 ans, quelqu'un de 25 ans est déjà très vieux. Voilà, exactement. Donc c'est là aussi le rapport au temps, à l'âge est très très subjectif. Hein. Oui, Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, là, vous toutes qui intervenez, vous êtes un peu dans la même tranche d'âge, et vous dites, vous avez un rapport assez serein à l'âge, au temps. Oui, je l'ai dans la mesure où je ne l'avais pas jusqu'il y a 3 ans.
je vivais avec des projets, je vivais même par rapport à une référence au passé, et je me suis aperçue que me raccrocher au passé pour avancer, justement, mettait un frein dans tout ce que je pouvais vivre au moment présent. Donc, j'ai, depuis le décès de mon époux, j'ai changé d'optique en me disant que effectivement, il me fallait adopter une attitude plus sereine si je devais vivre, disons, sans douleur. Enfin, avec une douleur moindre, on va dire. Et j'ai réussi à vivre ainsi parce que justement, je vis le moment. Je comprends. Et ma douleur, ça s'atténue en disant tu ne te projettes pas dans l'avenir parce que tu ne sais pas ce que sera ton avenir. Tu ne peux pas faire référence toujours à ton passé parce qu'il est extrêmement douloureux il a été très douloureux, donc tu essayes qu'il le soit moins en vivant ce que tu vis le moment même. Et ce moment même m'apporte beaucoup de bonheur. C'est-à-dire un petit bonheur, ça va être celui de faire, par exemple, comme j'ai fait, et c'est déjà le passé, un pain aujourd'hui. Je me suis dit, c'est extraordinaire de faire un pain. Donc j'ai dit, je vais faire un pain. Voilà, pour avoir ce rapport avec la matière qui me semble très important au moment où et puis c'est très symbolique, le pain. Voilà, exactement. Oui, c'est le retour à la terre, c'est la vie aussi. Et puis c'est la vie, le pain. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai, la farine, c'est vrai. Maintenant, vous le dites, la farine, c'est le blé. Évidemment. Le blé planté dans la terre, et la terre, c'est vrai. Oui, puis faire ça le week-end de Pâques, en plus. Exactement. Doublement. Vous avez fait vos Pâques, là. Voilà, exactement. Je me suis fait un joli pain tout rond. Et donc, ce moment présent était pour moi quelque chose d'extrêmement gai, joyeux. C'est devenu, un moment que j'ai partagé avec personne, que j'ai partagé avec justement ce pain que je faisais, qui m'apportait beaucoup, sans penser, qui le mangera. Le plaisir de le faire. Voilà, exactement. Et depuis, je vous dis, ce moment-là, ces 3 années, je ne vis que par rapport à c'est presque, comment dirais-je, instinctif de faire tout de suite ce que je veux, parce que le futur m'est inconnu. Alors des messages qui arrivent, en tout cas qui disent que ce poème de Corneille a été interprété, mis en musique par Brassens. C'est Sergio qui nous dit ça, l'anonyme également, et Violaine. Hein. Donc voilà, je ne savais pas, mais nos amis nous l'ont rappelé. Et puis, je disais... Alors, peut-être que ça s'explique, le terme, c'est peut-être Brassens qui a rajouté, ça expliquerait le côté plus grivois à la fin. Ça pourrait être du Brassens, effectivement. Oui, ça pourrait, effectivement, parce que, Corneille, normalement, les vers de Corneille étaient... Absolument, parce que, si on prend, c'est le Cid, Corneille. Normalement, oui, dans le Cid, effectivement, on ne retrouvait pas ce genre de terme, alors qu'effectivement, dans la bouche de Brassens, tout à fait. Voilà, Alors justement, on parlait du rapport au temps, à l'âge. Là, je reçois un mail d'Alexis qui me dit « J'ai 29 ans, je suis angoissée par le temps qui passe. J'ai l'impression que je n'ai pas assez profité de ma jeunesse. Et j'imagine, sûrement par erreur, que les années à venir me feront que grandir ces regrets. Je suis tombée par hasard ce soir sur votre émission. J'écoute donc attentivement tous vos conseils. » Qu'est-ce qu'on va conseiller à Alexis ? D'attendre, de prendre son temps. Ça va s'améliorer, Alexis. Avec quelques bonnes années, vous allez voir, vous serez beaucoup moins angoissé. Et si vous n'avez pas profité de votre jeunesse, vous allez voir comme vous allez profiter de votre vieillesse, Alexis. Hein ? Vous allez en profiter au maximum. Allez, 29 ans, vous êtes très jeune, vous avez encore plein de belles choses à faire. Il y a Dan qui cite Vincent Roca qui dit « Je n'ai rien contre le temps, mais par moments j'ai des envies de tuer le temps. Le temps de lire comme le temps d'aimer dilate le temps de vivre. » Yona dit « J'aurais aimé raconter une histoire à Xavier. J'ai eu un problème de relation avec le temps et c'est une expérience fascinante. » Écoutez, si vous nous l'autorisez, on peut transmettre vos coordonnées à Xavier. Et puis, Cathy dit « Ce poème de Corneille exalte la jeunesse et le tragique du temps. » First Lisa qui dit « Décidément, à vous écouter, vive les 60
air, et puis voilà un petit peu ce qui arrivait pour vous ce soir, et ça a été un plaisir de vous entendre. Il y a Olivia qui dit il faut prendre son temps, vivre avec le temps est notre ami et notre vie c'est notre conscience. Bon, mais écoutez, des réactions qui arrivent, beaucoup de femmes finalement, peu d'hommes qui sont intervenus après Xavier. Parce qu'ils ont sans doute un autre rapport au ça serait temps intéressant. Ça serait intéressant. Oui. Est-ce que le rapport au temps est différent aussi selon je ne sais pas. Ça alors là je ne me prononcerai pas du tout. Selon qu'on est un homme et une femme, c'est vrai que dans le rapport au corps aussi certainement quand même peut-être. Parce que justement dans le poème de Corneille, lorsqu'il parle des roses, il veut parler des roses de la femme. Oui. Et les roses de la femme sont symbolisées, on va dire, par la poitrine et par le sexe de la femme. Oui. Donc il dit sera fané vos roses comme il a ridé mon front. C'est cela. Et effectivement, le corps de la femme change comme celui de l'homme, évidemment, et qu'on n'a plus la fraîcheur à 60 ans qu'on avait à 20 ans. Mais bon, on a tellement un autre état d'esprit que l'on s'assume tel que nous sommes et que nous devenons, moi je dis encore plus, moi j'étais quelqu'un d'extrêmement séduisant quand j'avais 20 ans et je suis ce qu'on appelle une jolie femme maintenant alors que j'ai 60 ans. Et que, bon, c'est vrai que le temps, m'a ridée un petit peu comme toutes les femmes de 60 ans, que mon corps a également changé, mais que j'ai cette séduction qui finalement fait que, bon, je vis encore ma minute là en ayant le plaisir de me regarder malgré tout. Et c'est vrai que l'on change, mais que l'on s'assume après. Et que je trouve qu'un jeune, à 20 ans, la jeune femme qui parlait, qui disait à 29 ans, avait peur. C'était Alexis, c'était un jeune homme. C'est Alexis, pardon. Je trouve qu'il a peur parce que, bon, il a son charme maintenant, mais que ce temps, il doit l'accepter parce qu'il lui permettra de devenir quelqu'un d'autre, de différent, de sans doute mieux dans sa peau, de sans doute dans sa peau mieux et mieux dans son esprit aussi. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ce temps qui finalement, nous réconforte puisque nous y sommes, puisque nous vivons. On va vous laisser ce mot de conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. Michel, Marie-Louise, Béatrice et Marianne, à vous trois, à vous quatre même, voilà. Et merci à Xavier d'avoir initié ce débat sur le temps. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Dani. Bonsoir. Bonsoir. Je m'étais presque assoupie, mais le débat sur le temps m'a beaucoup amusée parce que j'ai 61 ans. Oui. Je n'appelle pas pour ça, mais le débat m'a intéressée, initié par Xavier, parce qu'il y a quelques années, je n'aurais pas attendu 1h20 au téléphone de mon tour de passer sur l'antenne. Oh là, ma pauvre, ça fait 1h20 que vous attendez. Non, mais il y a eu, j'allais dire, c'est pas l'actualité, mais le sujet le mérite. Ah ben, vous étiez vraiment dans le vif du sujet, hein. Alors, alors j'avais envie de dire dans un premier temps carpe diem, effectivement. Oui. Mais ce qui m'a intéressée et amusée à la fois, c'est parce que je me disais... Vous pouvez pousser un coup de gueule dans votre rapport au temps. Vous trouvez que c'était trop long. Vous avez le droit de le dire, Dani. Non, pas du tout. Au contraire, j'ai mesuré le chemin parcouru du temps où j'étais en activité, en suractivité, et le temps que j'ai maintenant, puisque je ne travaille plus. Et c'est un luxe. Là, j'ai vraiment pris le temps d'écouter, alors qu'auparavant, j'aurais dit se foutre de moi, j'ai pas de temps à perdre, je raccroche. Voilà. Et donc, ça m'a intéressée, et tout en étant somnolente, parce que comme vous, j'ai pris 8 jours à la campagne. Oui. Et moi, c'était la Dordogne, donc nous étions voisines, oui. Voilà. Et donc, j'ai pris le temps de dormir, et là, j'étais somnolente, tout en écoutant, et je me disais, mais oui, tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Le temps, la suractivité, j'ai été hyper active, et suite à un problème de santé qui m'a donné le temps de réfléchir, je suis devenue
je trouve que le temps, c'est du luxe. Ah, Et c'est quand un vrai on peut, luxe. Voilà, l'apprécier et prendre 1 heure ou 1 heure et demie pour prendre son petit déjeuner, c'est exactement ce Oui. que je fais maintenant. Je suis d'accord avec vous. Je trouve que dans nos sociétés comme ça modernes, le temps aujourd'hui, c'est le véritable luxe. Ah, c'est un luxe et je le mesure d'autant plus que, bon, c'est malheureusement à cause d'une maladie invalidante, mais finalement, m'a fait découvrir le yoga. Enfin, justement, je me suis dit, il faut que j'apprenne à justement apprécier le temps, à ralentir. Oui. Parce que je pense que il y a certainement un certain nombre de maladies qui sautent parce qu'on est stressé, on est pressé, on veut faire plein de choses. Et qu'après, les détails et tout ça, comme disait l'une des intervenantes tout à l'heure, mais on s'en fiche. La poussière est pas faite, eh ben c'est pas grave. Qu'est-ce que ça va gêner? Il traîne quelque chose, mais enfin bon. On relative beaucoup de choses et à reprendre le temps, c'est un luxe. Moi, j'ai appris ça en sophro, j'ai fait de la sophro, du qigong, du yoga, et on apprend à respirer aussi, parce que voilà. Et j'observe autour de moi les gens qui sont toujours actifs et que j'ai été, finalement, on fuit quelque chose, c'est pour pas se retrouver face à soi-même. Et ce sont des gens qui sont peut-être en dépression, pour certains. Ben, c'est la maladie un peu de notre époque, hein, l'hyperactivité. On le voit. Enfin, il y a quelque chose où il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas avoir un moment de Enfin, je n'aime pas dire de vide parce que qu'est-ce qu'on entend de vide, mais si vous voulez, d'un peu de flâner un peu le nez au vent, de ne rien avoir de prévu, voilà. De perdre, ça les affole complètement. C'est le terme, de ne pas avoir quelque chose de prévu. C'est le néant, c'est le trou, mais qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je fais à moi quand on me dit qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Par exemple, aujourd'hui, j'ai bullé toute la journée et je suis contente. J'ai la chaleur m'a un peu ramollie. Bon, j'ai dit voilà, j'ai fait des petits bricoles, j'ai pris le temps de ne rien faire. Et ça s'apprend parce que ça peut être angoissant, effectivement. Alors moi, je vous appelais parce que en fait, j'ai appelé le 11 avril au soir, mais bon, mon appel n'a pas été retenu et j'étais en grande détresse et pourtant vous m'entendez certainement très sereine ce soir. J'étais en grande détresse parce que je venais de perdre ma maman 2 mois après mon papa et une maman, âgée de 87 ans et enfoncée dans la maladie d'Alzheimer, avec laquelle je n'ai pas eu de bonne relation et je vais pas dire qu'elle m'a pas aimée, elle m'a aimée à sa façon, mais qui m'a jamais donné une marque d'affection, qui plus est m'a plutôt plombée. Oui. En me disant t'arriveras jamais à rien, pas très gentille, quoi, et pas très affectueuse non plus, mais à sa décharge, si on peut dire, elle n'avait pas reçu elle-même de sa propre mère beaucoup d'amour, mais elle aurait pu inverser le truc. Enfin bref. Donc ce que je comprenais pas, et quand j'ai appelé ce 11 avril, j'étais vraiment très très mal, je pleurais, donc ça n'a pas été peut-être très facile à l'antenne. J'avais des tas de choses à dire à ma mère, à lui reprocher, à lui dire tout simplement. Et je me disais, c'est drôle cette tristesse que je n'ai pas eue pour mon papa avec lequel je parlais beaucoup et qui m'adorait. Je dis pourquoi? Et je me suis dit, je vais appeler Caroline pour qu'elle m'aide. J'ai eu une idée, mais je ne sais pas si c'est la bonne. Oui. Alors en fait, ce que j'ai fait, j'ai essayé de ne pas l'accuser, mais je lui ai écrit. Oui. J'ai écrit dans la douleur de l'accouchement 7 ou 8 pages que je n'ai pas relues d'un seul jet comme ça, et j'ai écrit tout ce que je ne lui ai pas dit, ou plutôt ce que j'aurais voulu qu'elle soit pour moi, ce que j'attendais d'elle. Et donc j'ai écrit 7-8 pages en pleurant, vraiment en gémissant. J'ai été même un peu gênée parce que mon frère aîné était là, il était venu pour les obsèques, mais apparemment il n'a pas entendu. Et une fois que j'ai écrit ces 7-8 pages, un grand soulagement, beaucoup de larmes, j'ai fermé mes 7-8 pages, je les ai mis dans une enveloppe. Le lendemain, je les ai glissés sous l'oreiller du cercueil de maman, tout en lui faisant plein de bisous, en la caressant. Et ce qu'il y a dedans, il n'y a que moi qui le sais. Oui. Et donc, elle a été incinérée avec. Et depuis, je me sens sereine. Ce qui me gênait, c'est pour ça que je voulais avoir votre avis sur ma démarche, mais finalement, j'ai presque la réponse, puisque maintenant, je suis sereine par rapport à ça. C'est que ça m'embêtait de la voir partir sans jamais avoir pu lui dire certaines choses, parce que mon père trouvait toujours que c'était pas le moment, qu'elle était dépressive. Effectivement, je pense qu'elle était dépressive toute sa vie, mais quand même j'avais besoin pas de soulager, mais de lui dire quoi. Oui. Et sans qu'elle en soit consciente. Et ça m'a donné l'occasion, parce que je trouve qu'à chaque décès j'ai trouvé un livre. Pour mon père c'était méditer, et pour maman j'ai trouvé un livre que je suis en train de lire, c'est être la fille de sa mère et ne plus en souffrir. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne connais pas. Marabout, c'est Patricia Delahaye.
à ne pas confondre avec une autre de La Haye qui n'a rien à voir. C'est une sociologue de formation. Oui, je connais. Voilà. Et donc, alors, c'est vraiment un livre à recommander, mais bon, sous forme de poche, il coûte 5,90 chez Marabout Psy, donc c'est pas... Oui. Vraiment, certaines femmes vivent une relation de souffrance avec leur mère, certaines le formulent crûment, mais quantité d'autres n'osent pas se plaindre. Bah oui, parce qu'une mère, c'est une héroïne, c'est quelqu'un qu'on ne doit pas critiquer. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de débats sur ce sujet-là à votre antenne, et je me suis dit que peut-être le fait que je voulais encore parler de la relation difficile mère-fille n'avait pas retenu l'attention, qu'il fallait changer parfois de sujet. Donc je me sens apaisée après avoir fait ça. Donc j'ai dit à Quentin. Non, c'est pas ça. C'est que vous savez, il peut y avoir par moment plusieurs appels et c'est pas parce que l'appel n'est pas retenu un soir, vous n'hésitez pas à ce moment-là à renouveler votre appel. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. L'important, en tout cas, je trouve le fait vous avez trouvé finalement par vous-même ce qui a pu vous apaiser, vous faire du bien, puisque aujourd'hui vous ressentez un effet très libérateur. Vous avez pu exprimer, dire au fond ce que vous ressentiez et en le mettant symboliquement dans le cercueil de votre mère, c'est-à-dire il y a quelque chose que vous avez pu dire, sortir de vous, exprimer et en même temps transmettre aussi ce que vous ressentiez pour elle, parce qu'il y avait aussi des gestes qui accompagnaient, enfin il y avait des mots et des gestes. Oui, tout à fait. Donc vous n'êtes pas resté avec tout ça enfoui en vous, enfoui en vous. Voilà ce que je me suis dit. Je dis bon, l'autre fois j'étais vraiment à la détresse. J'ai dit je vais appeler Caroline parce que d'habitude j'appelais plutôt pour aider les autres, mais je me suis dit je vais appeler. Puis après je me suis dit finalement c'est bien le rapport au temps aussi, le temps qui passe et qui fait que j'étais à ce moment-là en train d'écrire cette lettre et j'avais du mal et j'aurais certainement été confuse. Par contre là cet apaisement, je me dis il faut quand même que j'en parle parce que ça peut peut-être aider d'autres femmes, d'autres filles qui ont des rapports difficiles avec leur maman et qui au moment de leur décès se demandent pourquoi. Je me suis demandé pourquoi j'ai autant de peine, parce que j'ai jamais souhaité sa mort bien évidemment, mais elle était, j'avais dit à tout le monde, j'aurais pas de peine à la mort de ma mère. Et je comprenais pas cette peine, et en fait c'était cette peine de ne pas lui avoir dit, et cette sentiment qu'elle allait partir sans que je lui en ai. Du coup, je lui ai dit, mais sans la blesser. Oui, c'est ça. Voilà, et donc, ma foi, j'ai réussi ce tour de passe-passe, mais ça m'a apaisée, mais vraiment, vraiment bien, quoi. Oui, on dit, mais pouvoir écrire, faire une lettre, pouvoir, on le dit parfois même quand ça n'a pas pu être fait avant, aller sur une tombe, écrire, pouvoir dire des choses, et vous en ressentez les bienfaits aujourd'hui. Et puis il y a cette lecture aussi, vous dites, Patricia de La Haye, être la fille de sa mère et ne plus en souffrir, qui vous apaise. C'est complexe ces relations sur mère-fille, surtout quand il y a eu un manque. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est. Mais je crois que ce manque d'un autre côté, elle me disait tellement que je n'arriverais à rien que ça a dû me booster pour pouvoir arriver au moins professionnellement, parce que sur le plan personnel, malheureusement, j'ai jamais réussi, j'allais dire, à vivre en couple longtemps. Mais j'ai quand même un fils et un petit-fils. Bon, alors donc voilà, dites-moi, je suis comblée. Si c'est pas important, ça c'est important. J'ai passé 8 jours dans la maison familiale d'Ordonne. Je peux vous dire que c'est vraiment précieux d'être. Mais si vous voulez, et puis j'ai essayé de chercher pourquoi, enfin d'analyser. J'essaie quand même de m'intéresser. Mais franchement. Il me semble que si je l'avais fait une fois qu'elle avait été incinérée ou après, même en la brûlant après, ça n'aurait pas été aussi fort. Je voulais vraiment que ça parte en même temps qu'elle. Que ça parte en même temps qu'elle, oui, que ça soit avec elle. Je ne l'ai pas mis entre les mains, j'ai mis derrière la tête et en disant, bon, voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est fait. Oui, sans l'agresser en même temps. Sans qu'elle en souffre, parce que je crois qu'elle n'aurait pas compris. Elle n'aurait pas compris. Tout en la protégeant, c'est-à-dire que vous avez eu besoin, vous, de pouvoir dire votre souffrance, mais tout en la protégeant malgré tout. Voilà, et en lui souhaitant une vie aussi paisible et dans ce qui peut nous attendre ensuite, suivant les croyances des uns et des autres, en disant sois heureuse désormais, d'autant plus qu'inconsciemment, elle a suivi mon papa de moins de 2 mois et l'infirmière et la psy de la maison de retraite m'ont dit c'est drôle, elle avait vraiment perdu sa moitié. Ils étaient mariés depuis 66 ans, mais séparés par la maladie depuis 7 ans, puisque maman était agressive au départ, donc on était obligés de prendre 2 studios différents. Mais et tout à l'heure, justement, pour revenir sur le temps, ce temps qui passe vite quand on termine sa vie, mon père qui était très actif, donc
qui a une vie très très active comme j'ai eu la mienne, lui était malade du Parkinson et a fini sa vie. Il a demandé, il trouvait que ça passait pas vite du tout parce qu'il attendait la mort depuis 7 ans pour le délivrer de ce carcan qui était un fauteuil roulant et une couche puisqu'on devient vite incontinent. Et donc lui qui avait toute sa tête, il trouvait que le temps était très long, il s'est beaucoup ennuyé alors que c'était un homme hyperactif. Donc vous voyez, on a bien tout à l'heure quelqu'un a insisté sur le fait d'être en bonne santé. Quand vous vieillissez, vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas du tout le même rapport au temps que quand vous attendez qu'on vous délivre de quelque chose qui vous... Évidemment. Pas, ben oui, évidemment. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de ce témoignage, Dany. Et puis, désolée de cette attente, mais merci de l'avoir pris comme ça, avec beaucoup de gentillesse et de sérénité. Et non, ça m'a surtout permis de vérifier que j'avais progressé par rapport que vous étiez, oui, effectivement, pour ne pas vous emporter. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'apaisement. Écoutez, j'en suis ravie pour vous. Merci, Dany. Une bonne nuit à tous les auditeurs également. J'écoute très souvent votre émission. Je vous en remercie. Au revoir. Bonne nuit, Dany. Au revoir. Alors, beaucoup de réactions pour dire, apparemment, le poème de Corneille, il semblerait bien que ce soit Brassens qui ait rajouté les derniers vers si percutants pour dire j'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. Voilà, ça sera le mot de conclusion. Je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h.